Pour cet après-midi, nous allons commencer avec une conférence sur le credit management et ADV. Credit management, ADV, équipe commerciale, administration des ventes pour une meilleure efficacité dans le cycle order to cash. Nous avons avec nous Monsieur Éric Latreuil, credit manager chez SGD. Nous avons Monsieur Frédéric Noble, tu peux faire un coucou parce que voilà, qui est credit manager chez Groupe CRIT. Nous avons Monsieur Julien Morel, directeur commercial de Nespresso France, membre de la DCF, qui est c'est quoi déjà? L'association des directeurs commerciaux. Voilà, l'association des directeurs commerciaux de France. Et nous avons Monsieur Stéphane Koussich, directeur commercial de Securitas Direct Verisure, membre de la DCF. Après, je fais de l'humour. C'est quoi déjà? Directeur, voilà, association des directeurs commerciaux de France. Bien, je vais passer la parole à Monsieur Éric Latreuil pour entrer dans le vif du sujet, de manière vive. Merci. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais rappeler un petit historique sur ce partenariat et cette recherche de complémentarité que l'on voit chaque jour dans les entreprises entre l'ADV et le credit management. Donc il y a des personnes comme Patrick Michou qui est là, ou Yves qui en était fervent, et c'est vrai que personne n'avait pensé à cette époque-là que effectivement un credit manager il travaillait pas tout seul. Il peut travailler avec l'ADV, il peut travailler avec des commerciaux, et que c'est essentiel d'étudier, d'approfondir un petit peu les relations et d'optimiser ces relations pour une meilleure efficacité. Donc ce partenariat a démarré il y a 1 an et demi. On a commencé à faire 2 conférences sur Paris. Et ensuite, grâce à l'association des directeurs commerciaux de France, avec qui on a trouvé tout de suite des points de synergie immédiats, on est allé à Nice et à Marseille pour développer pas encore ce cycle order to cash, mais on n'en était pas loin. Mais surtout, ce qui était formidable, c'était toutes les questions qui nous arrivaient de toutes les équipes commerciales et sur cette notion avec le credit management. Donc je trouve que c'est extrêmement dynamique et qu'il faut vraiment aller là-dedans et amplifier un petit peu les choses. Et je suis très très content qu'on ait pu monter ce type de conférence pour cette journée crédit, donc avec 2 membres de la DCF et 3 credit managers qui travaillent en permanence avec des équipes ADV, des commerciaux, comme tous les credit managers. Voilà. Alors, je me demande de m'occuper de l'intendance, donc je vais faire de mon mieux, comme vous pouvez le voir. Donc, en fait, il nous semblait intéressant, en fait, aujourd'hui de parler de credit management et d'ADV autour d'un cycle que vous connaissez tous, qui est le order to cash. Donc, on va développer chacune de ces étapes order to cash, chacun son tour, avec chacun ses étapes, et on souhaite également pas uniquement rester sur cette présentation institutionnelle, si on peut dire, mais également vous donner la parole ensuite pour des questions que vous auriez à nous poser par rapport à cela. Voilà. Donc le cycle order to cash qui passe de la prospection et l'ouverture de compte. Donc je vais passer en fait la main à mon voisin de droite. Oui, bonjour. Donc dans le cycle order to cash, la première partie, effectivement, prospection, ouverture de compte, c'est quelque chose qui est excessivement important. Moi, je suis vraiment un adepte de ce cycle et de travailler bien en amont. Mieux on travaille en amont avec les commerciaux et avec l'administration des ventes, et moins on aura de litiges ensuite. Donc la prospection, l'ouverture de compte, pour moi, c'est essentiel de travailler ensemble, parce que c'est important d'avoir une information évidemment sur la santé financière de l'entreprise ou du client, et pour adapter son discours commercial. Potentiel d'achat, il est évident qu'un commercial, pour qu'il puisse ne pas surestimer son potentiel de vente avec le client, ou même le sous-estimer, ce qui serait dommage pour le business, autant qu'il ait une information complète sur le client. Sur les conditions de paiement accordées, effectivement, je pense que vous avez toujours eu des commerciaux qui sont revenus vous voir en disant de toute manière, j'ai négocié un délai à 60 jours, j'ai négocié un encours, j'ai négocié
des délais de paiement importants, des modes de paiement également importants. Et il n'y a rien de pire que d'aller revoir un client en lui disant tout compte fait, tout ce que je vous ai promis, je ne pourrais pas le tenir parce que le credit management ou la direction financière, donc c'est toujours les gens qui sont derrière leur bureau, qui ne connaissent pas le terrain et qui l'obligent à faire ce qu'il a à faire. Donc ce discours un petit peu, on l'a tous entendu, et je pense que c'est important de travailler ensemble pour vraiment adapter le discours. Donc je vais passer la parole à Stéphane qui va apporter son œil commerce. Alors Frédéric, c'est clair qu'aujourd'hui pour nous en tant que directeur commercial, c'est tout simplement vital, effectivement avant même d'aller chez le client, de savoir si le client a le potentiel de nous payer. Et globalement, si on lui octroie des conditions de paiement, si on lui demande des choses, de ne pas revenir sur une promesse qui est faite, parce qu'il n'y a rien de pire dans une négociation finalement que de promettre des choses et pas de tenir en fait ce qu'on a promis, de revenir derrière et dire finalement tout ce que je vous ai dit c'est pas vrai, parce que je viens de voir la finance qui n'est pas du tout d'accord avec moi et par rapport aux conditions que je vous ai proposées. Du coup, on se retrouve, soit je te mets dans une situation compliquée, soit c'est toi qui me mets dans une situation compliquée. Donc ça remonte au directeur financier puis directeur commercial qui vont du coup se disputer, et puis in fine qui va payer, ça va être le client et qui va se dire c'est quoi cette entreprise, et globalement ça va être les hommes, et globalement la gouvernance de l'entreprise qui va être remise en question. Donc du coup pour moi, et je te rejoins là-dessus, c'est tout simplement extrêmement important d'avoir un bon ciblage de ses clients et de savoir a priori et pas a posteriori si le client est solvable et s'il a la capacité effectivement d'honorer sa commande. D'accord. Vous pouvez enregistrer tout ça et le ressortir après dès lundi en réunion commerciale. Et juste un point, juste pour finir sur ce point, je pense que vous avez tous connu ça, où on vous amène à un client, mais tout est ficelé. Le client, le commercial vous dit je l'ai piqué à la concurrence, c'était parfait, j'ai tout mis d'aplomb et tout, et puis vous arrivez, vous lui dites non, tout compte fait, on va pouvoir travailler avec lui, et puis vous dites de toute manière, le bon de commande est signé, tout est fait, tout est bouclé, il n'y a plus qu'à accepter. Donc ce rôle de pouce-bouton à un moment donné, effectivement, c'est toujours désagréable, et j'ai même employé, quand on discutait avec Stéphane, mais employé le mot d'horripilant. Il n'y a rien de plus horripilant que d'avoir cette situation. Donc anticipons ces événements pour que tout se passe pour le mieux et pour l'entreprise aussi, parce qu'on peut passer aussi à côté de business de manière un peu idiote. C'est d'autant plus horripilant que, en fait, dans le cadre du pipeline qu'on prévoit, dans le forecast qu'on fait, globalement, on prévoit de rentrer finalement cette recette qui ne rentrera pas, in fine, parce que finalement, on l'encaissera jamais, et puis finalement, peut-être qu'on remettra en question la facture, et puis potentiellement le commissionnement du commercial. Donc tout ça génère en fait énormément de frustration, beaucoup d'efforts, et puis potentiellement, on n'a rien gagné. Tant que c'est pas encaissé, on n'a rien gagné, quoi. Donc, on a, mis à part dépenser de l'argent, on n'a pas fait grand-chose. De l'énergie et de l'argent, on n'a pas fait grand-chose. Donc là-dessus, on est effectivement parfaitement en phase. Tu peux aller sur la suite. Alors, sur la gestion de commande, alors, déjà, je pense que c'est important de se dire, prendre une commande, c'est bien, mais vous savez qu'il y a un certain nombre de conditions en France, et je rappelle tout simplement la loi et l'article 1108 du Code civil, qui nous rappelle que globalement, il y a 4 conditions essentielles aujourd'hui pour la validité d'une convention. C'est le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation. Et on voit bien qu'en fait, un bout de commande qui est pris à la va-vite sur un bout de table, finalement, ça ne vaut pas grand-chose. Et très concrètement, ça nous expose surtout soit à un non-respect de la législation en France. Je rappelle que la DGCCRF, aujourd'hui, là-dessus, par rapport au code de la consommation, est extrêmement sévère. Que ce soit donc le tribunal civil, si on est sur une prospection de clientèle particulier, ou que ce soit le tribunal de commerce, si globalement, ça nous oppose à un professionnel. Et que les amendes sont effectivement assez conséquentes. Donc, je pense que c'est important, nous, en tant que commercial, de se dire qu'il y a des lois qui existent et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et que, de toute façon, à travers la commande qu'on prend et les moyens de paiement finalement, qui vont derrière, on se rend compte que si on a un paiement qui se fait globalement avec une personne qui ne correspond pas au chèque, au nom qui est sur le chèque, ça ne commence pas bien. S'il commence à payer en liquide, on peut se dire oula, ou si pire, il a un compte nickel. Je ne sais pas si vous connaissez ces fameux comptes nickel. Tu vas en parler si tu veux. Mais les comptes nickel, vous savez, aujourd'hui, dans un bureau de tabac, pour quelques dizaines d'euros, vous pouvez avoir un RIB
nickel. Et donc, on a aujourd'hui certains professionnels qui nous apportent ces RIB nickel. Donc, autant vous dire que c'est une caution de 100 €. Donc, autant vous dire que c'est un risque extrêmement... voilà, c'est assez récent, mais c'est un risque quasiment d'impayé direct, quoi. Voilà. Juste pour illustrer le propos de Stéphane sur le sujet des gestions des commandes et de l'importance du bon de commande, je vais vous donner 2 exemples. Un que j'ai vécu dans l'affichage publicitaire, où nous avons fait une campagne publicitaire. Donc le client nous a quand même envoyé les affiches, donc on a affiché ses propres affiches. Et il ne voulait pas payer au motif qu'il n'avait jamais rien commandé. Donc on est allé au tribunal. Et effectivement, en recensant les pièces, il n'avait pas signé le bon de commande. Mais on avait reçu les affiches, hein. On a affiché, la campagne avait eu lieu et tout. Et on a gagné en premier appel, il a fait, en première instance, et il a fait appel, et on a été débouté en appel au motif qu'on n'avait aucune preuve que notre commercial était allé chez le client faire remplir le bon de commande. Donc on a perdu, je ne sais plus combien de milliers d'euros là-dessus, plus les frais de justice. Et le deuxième exemple, c'est pas plus tard que la semaine dernière. Donc pour vous schématiser, c'est dans l'intérim maintenant, et c'est 2 frères, donc ont le même nom bien sûr, qui ont 2 sociétés différentes à la même adresse. Et voilà. Et donc un frère a commandé pour le compte de l'autre avec le tampon du frère de son frère. Et maintenant, personne ne veut payer. Donc, c'est ce que je me dis, c'est soit, alors, quand ils se rencontrent pour déjeuner, soit ils se rigolent sur notre compte, ou soit ils déjeunent plus ensemble. Mais à mon avis, il y a quelques problèmes. Et c'est vrai que dans certains cas, quand on ne fait pas attention à ce genre de choses, on peut rentrer dans les travers. Et après, une fois qu'on a une faille, enfin la moindre faille et le moindre problème, ça peut partir si on tombe sur des gens qui sont de mauvaise foi, c'est infernal. D'où l'importance de bien gérer les commandes et de bien remplir les bons de commande. Mais ça, je pense que après, je l'ai convaincu. Je pense que tu peux. Merci. La facturation. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis directeur commercial de Nespresso. Je pense que vous connaissez tous Nespresso. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous raconter mon entreprise, mais je suis directeur commercial du monde professionnel, entre autres. Donc, je vais plutôt vous parler de la facturation dans le monde professionnel, donc entreprise, café, hôtel et restaurant. Je ne sais pas si vous avez bu un bon café d'ailleurs après votre... Je crois pas. Hein. On va essayer de faire quelque chose. Non, je posais la question simplement. Donc, pourquoi, enfin, je suis pas du tout un expert du credit management. J'espère que je vais pas vous le montrer dans ces prochaines secondes. Simplement, on s'est posé la question il y a quelques mois chez Nespresso de quels étaient les moments de vérité de la relation commerciale de Nespresso avec ses clients professionnels. Donc, on voulait vraiment comprendre. Vous savez, on a un café exceptionnel. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit et c'est ce qu'on pense de façon complètement subjective, évidemment, puisqu'on est à l'intérieur de cette entreprise. Et du coup, ce qu'on dit sur le marché français, c'est qu'on doit rendre un service qui est au niveau de nos cafés. Parce qu'on n'a aucune usine en France, hein, on ne produit rien, donc on ne conçoit aucun café, on n'a aucune usine, on ne conçoit pas non plus les machines en France, tout ça c'est fait en Suisse. Donc si vous voulez, nous en France, on est uniquement une entreprise de service. Donc on se définit vraiment comme un hôtel de luxe, si vous voulez prendre cette référence. Il y a des gens qui viennent dans notre hôtel parce que notre marque est connue, et on doit leur délivrer un service à la hauteur du café qui n'a pas été fait par nous. Donc si on est mauvais sur le service, on ne sert à rien, pour simplifier. Donc on s'est demandé quels étaient les éléments du service qui faisaient la différence avec nos clients professionnels. Il y a 4 éléments principaux. Évidemment la relation commerciale, donc le contact commercial que nos clients peuvent avoir avec nous, mais je ne suis pas là pour vous parler de ça. Le deuxième élément, c'est la qualité de la livraison, puisque la majorité des commandes qu'on envoie à nos clients professionnels sont livrées. Le troisième élément, c'est le service après-vente des machines quand la machine a un problème, donc les interventions curatives, les interventions de réparation, donc le délai d'intervention, est-ce qu'on respecte bien nos délais, est-ce que c'est suffisamment rapide? Et le dernier élément, vous me voyez venir, c'est la facturation. Et c'est quasiment le même poids, c'est-à-dire ces 4 moments de vérité représentent autant dans la qualité de la relation et donc du coup dans la fidélité que les clients vont avoir avec notre marque. Donc c'est vraiment un facteur d'irritation très fort. Si on n'est pas bon sur cette étape, alors du coup, les clients vont nous en vouloir et si ça se répète, ils vont tout simplement nous quitter. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'être bon sur la facturation, dans notre cas, hein?
Ça veut dire principalement deux choses. Tout d'abord, et c'est évidemment le basique, on va dire la valeur ajoutée fonctionnelle, c'est-à-dire que ça doit être une bonne facturation, c'est-à-dire que les bons formats au bon moment, envoyés à la bonne personne. Et rien que de dire ça, et puis évidemment avec le bon tarif à l'intérieur, rien que ça, c'est pas facile, mais c'est juste le basique. Et le deuxième élément, c'est d'apporter des innovations, donc des opportunités de payer de plus en plus innovantes pour simplifier la vie de nos clients. Donc juste une toute petite illustration, on a monté par exemple un service pour nos clients professionnels qui est le paiement communautaire, donc la possibilité de payer à travers des cagnottes. Alors on va me dire c'est pas grand-chose, c'est pas ultra innovant, mais dans notre monde c'était quand même un apport parce qu'on s'apercevait qu'il y avait pas mal de services dans les entreprises qui s'achetaient leur café et donc du coup souvent c'était l'assistant ou l'assistante qui faisait le tour des bureaux pour leur demander combien tu veux pour ce mois-ci, tu me feras un chèque de... Tu te souviens, Geoffrey, hein, de 13,62 € parce que c'était mon credit manager il y a quelques mois. Et donc on récupérait des factures qui nous étaient payées par une vingtaine, trentaine, quarantaine de chèques de tout petits montants. Et du coup, quand moi j'allais visiter mes clients chez Airbus, chez Thales par exemple, ils me disaient mais vous êtes super chez Nespresso, vous m'avez fait un super fichier Excel pour que je fasse le suivi. Et je disais mais c'est pas possible quoi. On est au 21e siècle et on fait payer nos clients par des multi-chèques de 10 € et ensuite vous imaginez la charge de travail pour l'équipe Credit Management. Donc on a juste développé un partenariat avec Litchi pour que les clients qui veulent payer en multi-paiement puissent créer leur cagnotte, payer à travers la cagnotte et se connecter par une interface à notre site web pour pouvoir déverser leur cagnotte chez Nespresso et payer leur commande. Donc à la fois être propre, être bon, être juste et essayer d'apporter de l'agilité pour apporter cette valeur ajoutée fonctionnelle pour finalement simplifier la vie de nos clients au moment où il doit payer sa facture. Et tout ça pour finalement, merci Julien, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, tout ça pour éviter en fait la gestion de litiges a posteriori lorsque l'ensemble de ces étapes n'ont pas été respectées. Et donc il est important que, parce que des litiges on en a toujours, malheureusement, ils sont chronophages, ils sont coûteux, et donc il était important, et nous l'avons fait au sein de mon entreprise, de déjà définir ce qu'était un litige et comment on allait les gérer. Donc, pour répondre effectivement à des défauts de facturation ou autres, il fallait déjà qu'en fait on définisse, et ça c'est un préambule important, ce qui est pour toute l'entreprise un litige, à savoir que c'était une réclamation client, mais avec un engagement également de la part de l'entreprise qui n'était pas honoré. Parce que vous pouvez avoir des réclamations clients pour quelqu'un qui souhaitait être livré le 15, vous l'avez livré le 16, et pour vous lui aviez confirmé sur votre accusé de réception de commande au niveau de l'ADV que c'était bien le 16. Donc les engagements de l'entreprise sont bien tenus, mais lui réclame tout de même ce qui peut arriver. Donc il était important que ces deux facteurs soient dans notre définition, soient intégrés. Ensuite, il est important aussi dans la gestion des litiges qu'on alloue ce litige à une seule et une seule personne, c'est-à-dire qu'on la nomme, c'est-à-dire c'est toi qui vas t'occuper de ce litige-là, et que son N+1 en soit aussi informé pour qu'il puisse éventuellement faire un suivi, et ça on en parlera tout à l'heure, notamment au niveau des comités qui sont mis en place. Autre facteur important lorsqu'on souhaite effectivement apporter une solution rapide au litige, c'est de fixer un délai de résolution à chacun des acteurs d'entreprise qui serait à même d'être obligé de suivre un litige. Et là, nous, par exemple, on l'a fixé à une dizaine de jours. Mais ça, il faut l'adapter en fonction, bien sûr, de votre activité, de la typologie de vos clients, etc. Ce qui est important également, c'est de catégoriser les litiges. Est-ce un litige lié à un défaut de livraison, à un problème logistique? Est-ce que c'est lié justement à une partie contractuelle qui n'a pas été respectée? Bon, les délais de paiement aujourd'hui, ils sont de 60 jours nets en général, donc on a moins ce type de litige qu'auparavant, lorsque les délais de paiement étaient entre guillemets libres. Mais voilà, si effectivement, lors de la facturation, on n'a pas respecté nos engagements contractuels, il se peut qu'effectivement, il y ait ce type de litige. Est-ce que c'est un litige financier? Est-ce que c'est un litige parce que la personne ne peut tout simplement plus payer? Enfin voilà, il est important de catégoriser, parce qu'en catégorisant, on sait tout de suite qui va s'occuper de quoi. Ensuite, et ça je voulais en parler tout à l'heure déjà, dès la prospection, puisque c'est la première étape, si on partage le CRM avec la partie credit management, on peut y introduire des informations
qui sont très riches pour l'ensemble de la force de vente. À savoir que lorsque, effectivement, la force de vente va préparer son rendez-vous, s'il dispose d'informations, bien entendu, sur les actions commerciales passées, mais également sur les historiques de paiement, sur les litiges qui seraient encore en cours, etc., ça peut, lors de la rencontre entre la force de vente et le client, également changer un petit peu la donne au niveau de la force. Et lorsque le client va réclamer un certain nombre de choses, des remises additionnelles, etc., ça permet aussi un petit peu de moduler et de modérer, peut-être avec ce type d'informations strictement qui viennent du credit management, de dire oui, ok, j'ai bien entendu ce que tu me dis par rapport à ta remise additionnelle, mais il serait préférable, par contre, dans un premier temps, que tu passes déjà effectivement à la caisse pour nous payer les précédentes factures, ou alors voilà l'historique de paiement sur la dernière année, ou depuis qu'on ne s'est vu, tu as systématiquement 10 jours de retard, etc. Donc je pense que l'accès au CRM à vous, Credit Manager, qui est dans la salle, est une donnée que vous pouvez intégrer dans vos démarches auprès de la direction commerciale. Je pense que c'est à forte valeur ajoutée. Ensuite, bien sûr, c'est bien de mettre tout ça en place, mais il faut le piloter également. Et on le pilote, en fait, nous, trimestriellement, en fait, en mettant en place un comité de litige qui est composé alors des managers des sales, enfin des directeurs commerciaux, pardon, des directeurs du service, bien sûr du credit manager, et également, et ça va peut-être vous surprendre, du responsable de la qualité. Alors vous allez me dire pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, le responsable de la qualité, lui, il est guidé par son ISO 9001, et une des données de sortie de l'ISO 9001 reste la satisfaction client. Donc il est important que lui également sache si l'entreprise est toujours dans ce processus de satisfaction client en données de sortie. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut effectivement résoudre les réclamations clients le plus vite possible. Donc sa participation à ce comité de litige est très important, et donc on l'a intégré également à nos discussions. Et puis ensuite, effectivement, on s'est servi du CRM et puis de Outlook pour effectivement pouvoir, comme on alloue en fait le litige à telle ou telle personne et non pas à un groupe de personnes, tant que le litige n'est pas résolu ou qu'il ne l'a pas clôturé avec de bonnes raisons, bien entendu, qu'on étudie sous forme statistique, il est relancé au quotidien dans son Outlook, le matin, Outlook ou Lotus ou autre, c'est pas, voilà. Donc je pense que en fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que il est très important que la gestion de litige se fasse également toujours en coopération et en parfaite coopération avec la partie commerciale. Voilà. Juste une illustration là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec. Alors, nous, on l'a pas vraiment exploité, c'est-à-dire que Jusqu'à présent, si vous imaginez le B2B chez Nespresso, c'est quand même une entité qui est plus petite que l'entité pour les particuliers. Et le phénomène de ça, c'est qu'en général, les gens qui s'occupent du monde professionnel chez nous, je vous parle de mon entreprise, sont, on va dire, au sein d'une grande organisation qui fait plutôt du B2C. Donc dans chaque département, en particulier, si vous prenez en supply chain, il y a quelqu'un qui fait de la supply chain B2B, mais il est seul au milieu d'une équipe de 30 personnes. Donc l'agenda de son équipe, c'est plutôt un agenda B2C. De la même façon, alors un peu moins sur le credit management, mais malgré tout, le credit manager, il fait beaucoup de B2C, un peu de B2B, parce qu'il y a moins de commandes, donc du coup, c'est plutôt un agenda de B2C. Et ce qu'on a voulu recréer pour essayer d'être le plus réactif possible sur la gestion des litiges, parce que malheureusement, ou peut-être heureusement, parce que c'est aussi ce qui fait la beauté des entreprises, résoudre un litige, ça ne veut pas juste l'affecter, ça veut pas juste dire l'affecter à quelqu'un, et puis le quelqu'un va s'en occuper dans son silo, et puis quelques jours après, ce sera résolu, et puis on passera à autre chose. La majorité des litiges, c'est des litiges où c'est pas vraiment finalement intéressant de trouver le responsable, parce que c'est souvent des responsabilités partagées, mais c'est surtout intéressant de travailler ensemble à une résolution durable du litige. Et on a décidé, par exemple, chez Nespresso, de mettre tous les gens qui faisaient du B2B dans l'entreprise, dont le credit management, au sein d'un même plateau. Donc rassembler tout le monde au milieu des commerciaux, au milieu du marketing du B2B, les mettre tous ensemble en sorte de marguerite, le client au centre et puis les services interagissant autour, pour que dès qu'il y a un problème, il soit mis sur la table et tout le monde travaille à sa résolution. Oui, ça c'est très innovant. Alors, ça n'a pas démarré, donc pour l'instant c'est juste... C'est un projet.
C'est un projet. Je vous dirai si c'est l'année Non, mais prochaine, si c'est innovant. Quand j'ai indiqué tout à l'heure, pour pas qu'on se méprenne sur ce que j'ai dit, quand je disais que tout à l'heure il était important d'allouer le litige à une personne, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a que lui qui va s'en occuper et qu'après il n'y a pas de suivi. Le suivi, il se fait en comité de litige. Et si cette personne-là, auparavant, bien entendu avant le comité, puisqu'il n'a lieu que tous les trimestres, a besoin de fonctions support pour avancer dans la résolution de son problème, il n'y a aucun problème. Par contre, l'allouer à plusieurs personnes, c'est la meilleure façon pour que personne s'en occupe. Donc c'est pour ça qu'en fait, on responsabilise un petit peu plus telle ou telle personne. J'aimerais juste réagir. En fait, chez Securitas, nous, on a mis en place, en fonction de la durée de vie du client, finalement, une gestion des litiges qui était un peu différenciée. C'est-à-dire qu'on considère qu'au bout d'un mois, ça reste toujours la responsabilité du commercial. Et à partir d'un mois, en fait, ça devient la responsabilité de ce qu'on appelle le marketing portfolio, enfin, donc de tout ce qui est service client. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est parce que, globalement, si on a un litige dans les premiers jours, fort à parier que la relation avec le partenaire sera compliquée, que ce soit d'ailleurs un partenaire professionnel ou un particulier, ça risque pas bien de se passer. Et donc, du coup, on considère que là, le commercial sera, lui, décommissionné, en fait, s'il y a un litige dans le premier mois, dans la mesure où il n'a pas fait bien sa vente, il n'a pas fait son installation convenablement, ou du moins, le client n'a pas compris ce qu'il avait acheté, ou qu'il n'est pas satisfait du service. Donc, au-delà des délais légaux de vente à domicile, etc., qu'on est soumis, le délai de rétractation, on considère qu'au-delà d'un mois, si le client n'est pas satisfait, globalement, il est déjà remboursé, et puis globalement, le commercial perd sa rémunération. Donc, ce qui permet en fait de s'assurer quand même une certaine qualité d'installation du système de sécurité. On parle de la sécurité des personnes donc c'est quand même, et des biens, donc c'est quand même pas neutre. Donc si le client n'en voit pas l'utilité ou n'est pas satisfait dès le premier mois, on préfère effectivement rembourser plutôt que rentrer dans un litige avec le client, quoi. Merci. Tu as une question, Patrick? Merci beaucoup pour aller dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure. Il me semble que vous avez évoqué un sujet qui est le suivi des litiges dans le temps. Et il me semble qu'il y a une chose qui est importante, c'est de mettre en place des indicateurs sur les causes de litige, parce que l'expérience montre que le litige se déplace. C'est-à-dire que les gens travaillent beaucoup une question, trouvent la solution, ce qui est quand même le but de la manœuvre, mais à partir de ce moment-là, on ne sait pas pourquoi, c'est peut-être la fatalité, je ne sais pas, mais le litige va se porter sur une autre cause de litige. Et donc, à mon avis, ce qu'il faut arriver à mettre en place, c'est deux indicateurs. Un indicateur lié à la cause du litige, et là on rejoint une autre préoccupation, c'est d'avoir suffisamment de causes identifiées, mais pas trop, parce qu'après on n'arrive plus à les catégoriser. Et deuxièmement, de garder un œil sur un indicateur global de litige, parce qu'on peut très bien avoir le cas d'un indicateur lié à une cause de litige qui tombe à zéro, et de voir qu'au même moment, globalement, les litiges augmentent. Ça veut dire que le litige s'est déporté sur une autre cause. Et à ce moment-là, on repart dans un cercle infernal de recherche, etc., etc. Je crois que c'est important comme approche. Merci Patrick pour ton intervention. Vous aurez tout à l'heure tout loisir de poser toutes les questions comme je l'ai évoqué aussi en introduction. Hein. Donc effectivement, ensuite, tous les litiges ne se résolvent pas, aussi bien qu'on le souhaiterait, parfois parce qu'également il faut inciter le client à le faire de façon amiable. Et c'est donc Eric qui va nous parler de cette partie recouvrement amiable. Alors, pour parler de recouvrement et surtout amiable et pas contentieux, je n'aborderai pas cette question. Tout dépend effectivement de l'organisation de l'entreprise et surtout de son actionnaire. Bon, je dois dire que moi où je suis, donc c'est un ancien pôle de Saint-Gobain, leader mondial dans le verre au niveau des flacons, fonds d'investissement américain, le cash est une donnée qui est plus qu'essentielle. C'est-à-dire que les financements se font sur tout ce qui est four industriel, et après le working capital, ça doit être du domaine du credit manager et du directeur financier. Donc ça, il y a un travail de pédagogie et de formation essentiel à faire au niveau des équipes ADV commerciales pour qu'elles comprennent bien ça, et elles le comprennent très rapidement. Donc pour dire que c'est essentiel pour la survie de l'entreprise. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on parle de recouvrement, mais on peut parler peut-être juste avant de pré-recouvrement, et on en a parlé ce matin, et ça marche très très bien, ce qu'on appelle les pré-relances, c'est-à-dire les relances avant échéance. Et donc à partir, moi j'ai institué, ça marche assez bien avec les équipes ADV,
tout un argumentaire qui permet 10 jours avant, tout en ayant un argumentaire extrêmement commercial, de vérifier si on ne va pas au-delà d'un gros problème, soit en termes de litige, déjà, pour identifier un litige potentiel, ou soit un problème de cash sur un problème de trésorerie au niveau du client. Et là, déjà, ça permet d'avancer quand même beaucoup plus vite. Et donc après, toute la relation avec les équipes commerciales, les équipes ADV, c'est qu'en fait, il y a aussi une responsabilisation qui est donnée, qui est déléguée par le credit manager tout en le pilotant, sur le fait que les équipes ADV ont un discours beaucoup plus large qu'un discours commercial supply chain. C'est-à-dire qu'elles intègrent des notions de blocage de commandes, des choses comme ça. Et c'était des choses qui étaient absolument impossibles il y a 5-6 ans et qui sont maintenant tout à fait naturelles et qui passent très très bien parce que les assistantes commerciales ont un bagage maintenant et elles se sentent responsabilisées sur ce genre de choses. Donc c'est fait, on a ce qu'on appelle un pré-contrôle crédit fait au niveau de l'ADV par rapport à ça. Et après, au niveau du recouvrement, des choses toutes simples mais qui se font dans beaucoup d'entreprises, mais c'est vraiment aussi de temps en temps des réunions. Nous, on fait des réunions bimensuelles avec les équipes commerciales et les assistantes, bien évidemment. Et on prend en revue à la fois les retards de paiement et les solutions qui sont amenées ou les actions qui doivent être menées et par qui sur ces clients-là, mais aussi les montants qui ne sont pas à échéance et qui vont être échus à la fin du mois pour ne pas repartir dans un cycle où on vient décoper et on en reprend plein la figure 15 jours après. Donc ça marche assez bien, il faut un peu de temps, il faut beaucoup de formation, mais les résultats sont vraiment là. Hein. Moi, je les vois vraiment depuis quelques années, c'est vraiment là, et je suis même maintenant challengé par les équipes commerciales sur ce genre de sujet, ce qui est formidable. Donc, bien évidemment, il faut mettre des indicateurs. Les indicateurs de récupération d'argent ou des pourcentages de non-récupération, les overdues, sont essentiels pour que chacun se compare par rapport aux autres dans un but d'émulation. Bien évidemment, il y a des zones qui sont plus difficiles. Moi, j'ai la zone MEA qui est évidemment plus compliquée que la zone Europe. J'ai la zone États-Unis qui n'est pas simple non plus. Donc, il faut après trouver le curseur et le bon indicateur global dans les zones. Mais le fait d'avoir un objectif très clairement défini et partagé à la fois par le credit management et les équipes commerciales fait que déjà on est dans un climat apaisé. On travaille ensemble dans le même but pour le même objectif. Voilà. Alors l'encaissement, c'est l'ultime mesure, bien évidemment. Hein, c'est l'indicateur qu'on peut dire final par rapport à ça. Ce que je pourrais rajouter par rapport à l'encaissement, on en a parlé un tout petit peu avant, c'est bien évidemment l'orientation sur les modes de règlement, hein, qui peuvent changer quand même beaucoup les choses et qui peuvent handicaper la réalisation du cash ou pas. Donc là, pareil, tout un argumentaire a été fait, que j'ai fait entre autres, sur le choix des modes d'encaissement plus privilégiés, bien évidemment, sur du virement, voire du prélèvement. Et là, c'est pareil, c'est un indicateur final qui résulte de tout le travail de la chaîne, mais le mode de règlement peut faire des grosses différences par moment. Voilà. Et donc oui, j'ai un autre point effectivement, oui, important, j'avais oublié, excusez-moi, c'est la notion de cash-in et la notion de trésorerie. Il est clair que la trésorerie, moi je travaille tout le temps avec la trésorerie parce qu'ils se demandent comment ça va se passer le mois suivant ou même dans les jours à venir. Donc on doit faire des prévisions de trésorerie. Et ça c'est extrêmement intéressant parce qu'on le fait client par client, DSO client par DSO client. Et donc, on va conforter un petit peu la direction financière sur un petit peu l'orientation qu'ils peuvent prendre après sur des choix de financement. Donc ça, c'est un autre aspect. On est complètement sur l'autre côté de la chaîne par rapport à ce qu'on vient de dire ADV et commerce. Mais là, on arrive sur la contribution au pilotage financier de l'entreprise. Voilà, donc moi, ce que je vous propose, c'est peut-être effectivement nous poser des questions par rapport à tel ou tel cycle. Il nous reste entre 5 et 10 minutes. Donc, voilà, il y a quelqu'un qui va pouvoir vous passer le micro. Merci, Frédéric. Quand on regarde le cycle, le premier contact avec le client, ça va être la prospection. Est-ce qu'il ne faut pas, dans l'organisation, cibler les prospects
et de faire un travail en amont avec le credit management pour que l'ensemble des prospects soient notés, et ce qui permet au commercial d'aller directement vers l'essentiel. Votre voisin de derrière ne dira pas le contraire, je pense. Oui, avoir des indices pour savoir. En fait, la façon dont on travaille, nous, chez Nespresso, c'est qu'on achète. Alors, soit on est dans du mode commercial un peu ancien, hein, mais on n'a rien trouvé de mieux pour l'instant, donc phoning, tap-tap, etc. Donc de la prospection physique ou téléphone. Et dans ce cas-là, c'est plutôt une interaction qui suit ce premier contact de prospection au moment avant la signature du contrat pour vérifier avec quelques indices si on va dans le rouge ou s'il n'y a pas de souci à se faire. Mais quand c'est des nouveaux clients, des fois c'est un petit peu plus compliqué, c'est pour ça qu'on doit s'adosser à des organismes. Et si c'est des achats de base, parce qu'on fait aussi un travail de prospection par l'acquisition digitale, dans ce cas-là, on achète des bases qui sont préalablement checkées au niveau des indicateurs financiers. Mais évidemment, idéalement, il faut faire ça le plus en amont possible de la chaîne. Après, c'est malheureusement pas une science exacte. En tout cas, nous, on n'a pas encore trouvé la martingale pour en faire une science exacte. Et puis, il y a de plus en plus de créativité de certains de nos clients pour trouver des failles. Et c'est assez marrant, des fois, d'écouter deux, trois choses. Juste une illustration de ça. Hein. Avec l'Euro 2016, on a eu pas mal de cas sympathiques dans ce style, des chaînes de restauration qui se créaient, donc des caterers qui se créaient, avec des vraies factures, hein, sauf que en fait l'autre client qui nous montrait, lui aussi il était en train de se faire arnaquer, mais sauf que du coup il le savait pas encore, et donc il nous présente des factures en disant si on est une chaîne de restauration, voilà, on a passé telle facture avec tel client, etc. Donc nous on se base là-dessus pour dire bon bah c'est un nouveau, il vient de se créer, mais il y a l'euro, donc forcément, et puis en fait il payait une première facture. Donc on prenait confiance, une deuxième, on prenait confiance, la troisième était énorme, on se disait c'est bon, c'est validé, et puis elle n'a jamais été payée. Le choix du décommissionnement des commerciaux est un choix difficile à faire passer, notamment dans les cadres de baisse de chiffre d'affaires. Quelles sont les préconisations que vous avez à faire pour faire accepter ce décommissionnement ? En fait, on ne laisse pas le choix. En fait, en réalité, je veux dire, c'est une décision managériale. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut expliquer que concrètement, on ne peut pas donner de l'argent, investir, prospecter, payer des voitures, payer des salaires, si vous voulez, si on n'encaisse rien. Donc, très concrètement, la pédagogie, c'est la pédagogie de la bonne gestion d'une entreprise, c'est tout. En fait, soyons clairs. Hein. Donc, on n'est pas des philanthropes. Si c'est pour dépenser de l'argent et jamais rien récupérer, à l'évidence, c'est pas des commerciaux. Donc c'est pour ça qu'en fait on est là-dessus nous extrêmement dur. Je sais pas si chez toi vous décommissionnez ou pas, mais chez nous oui. D'un autre côté, on a à la différence peut-être moins de moyens de scoring, parce qu'en fait nous le gros de notre clientèle c'est des particuliers. En fait 80% c'est des particuliers et on fait beaucoup de porte-à-porte. Donc quand vous faites du porte-à-porte, vous pouvez pas scorer toutes les portes qu'on tape. Donc potentiellement, nos commerciaux, ils tapent 40 portes par jour. Donc si on devait scorer tous les particuliers des portes qu'on a tapées, si vous voulez, je pense qu'on passerait notre temps à scorer la France entière. Donc voilà. Et par contre, à l'évidence, sur le professionnel, c'est effectivement un peu plus simple. Donc on fait en sorte effectivement de scorer. Mais sur le particulier, si vous avez vraiment une intensité de prospection, c'est compliqué de effectivement faire ce ciblage, même si on l'appelle effectivement de nos voeux, hein, donc qu'on aimerait effectivement pouvoir évaluer chaque potentiel, chaque pouvoir d'achat derrière chaque porte française, mais c'est pas si simple que ça. Moi, je voulais dire, à partir du moment on décommissionne à partir du moment où les règles sont connues à l'avance et que le commercial, alors Jérôme parlait d'aller en amont et de cibler, de sélectionner ses prospects. Alors ce qu'on avait mis en place dans l'affichage publicitaire, c'est que on donnait accès aux commerciaux via leur CRM à la notation de notre base de données de nos clients et de prospects. Donc ils savaient si le client était vert, orange ou rouge, et il avait une notation entre 0 et 100. Donc ils savaient que si c'était vert, on avait fait même en sorte que le compte client s'ouvre tout seul sans intervention. Donc voilà, à partir du moment où il sait qu'il va travailler avec un client qui est à risque, il est rouge, qui pousse pour qu'on ouvre le compte et tout,
Après, qu'il soit décommissionné, à partir du moment où il connaît les règles, enfin voilà, il n'y a plus de débat. C'est une décision effectivement managériale et là-dessus, à mon avis, il n'y a pas de débat, quoi. Et donc nous, on ne décommissionne pas. Alors après, on n'est pas dans le cas que vous exposiez, dans le cas d'une baisse de chiffre d'affaires, donc c'est peut-être un avantage qu'on a, hein, mais on ne décommissionne pas parce que dans le process qu'on établit, il y a un check, et si le check il est pas bon et qu'il y a besoin d'un arbitrage, je trouverais ça injuste, en tout cas dans notre modèle, hein, qui est un modèle professionnel, de faire peser ça sur le dos du commercial, parce que pour le peu, la décision qui est prise, si jamais le check est pas bon, d'y aller quand même, c'est pas une décision qui est prise isolément, c'est une décision qui est prise en concertation, en particulier aussi avec son manager, voire même avec moi ou avec le credit manager. Donc si jamais ça se passe pas bien, alors pour être tout à fait honnête avec vous, après on va contrôler, on va se dire, dans le cas que je vous ai exposé, on a regardé si on avait des suspicions que le commercial savait à l'avance et qu'il a poussé ça pour avoir sa prime. Une fois qu'on a vérifié qu'il n'y avait aucun doute, dans ce cas-là, si c'est un gros cas, on s'assoit avec lui, on lui explique, et puis il comprend très bien qu'il doit être décommissionné, mais que du coup ça fait partie du jeu et que c'est des cas rares, si ça reste rare. Si c'est des cas, on va dire, du tout venant et que on s'aperçoit que il a fait ça de toute bonne foi et que c'était pas débuscable avant, techniquement ce serait déjà compliqué de décommissionner, et puis en plus je trouve que ce serait assez injuste parce que du coup ça fait partie de la vie de l'entreprise et ça reste sur, en tout cas chez nous, sur des normes assez limitées quand même. Je parle sous ton contrôle, Geoffroy. Une autre question? Il nous reste... Oui. Si on est séduit par tout ce que vous venez d'expliquer, le rapprochement entre le crédit manager et les commerciaux, et qu'on veut participer et appuyer et entrer dans ce processus, en fait, comment fait-on concrètement? Est-ce qu'il y a un groupe de travail ou est-ce qu'il y a une plateforme dédiée à ça? Enfin, comment fait-on? Alors, actuellement, effectivement, il y a un groupe de travail qui est en cours. Je ne sais pas où est la personne qui pilote ce groupe de travail, je ne la vois pas. Qui est effectivement un groupe de travail, voilà, ADV et Credit Management. Donc vous pouvez vous rapprocher de cette personne-là. Tu peux te lever, s'il te plaît? Merci. Oui, c'est Katia Dumont, voilà. Vous pouvez à tout moment, en tout cas en ce qui me concerne, me contacter et je partagerai avec vous et avec plaisir l'ensemble de notre expérience au sein de mon entreprise que je représente aujourd'hui. Il y a aussi je vous encourage tous, Credit Manager, à discuter de ce que l'on vient de voir auprès de vos ADV respectives pour effectivement créer ce lien et éventuellement venir aussi et s'adresser à nos permanents de la FDCC qui pourront leur apporter aussi d'autres informations et la façon dont vous pourrez effectivement intégrer cette démarche. Mais c'est avec plaisir qu'on vous accueillera si vous êtes bien entendu de l'administration des ventes, on vous accueillera avec plaisir au sein de l'association des Credit Managers également. Une dernière question, et sinon je vais clôturer cette conférence. En tout cas, merci de votre attention, de nous avoir écoutés si religieusement, j'allais dire. Mais ça a été un plaisir pour nous tous et je laisse la place à la prochaine conférence. Et merci et très bel après-midi encore. Merci beaucoup.